Merci de votre présence pour ce bilan. Ce bilan annuel qu'on fait chaque année au JDE, vous avez aussi un document bilan dans lequel je vous invite à en prendre un exemplaire et à vous plonger justement pour voir le travail du groupe écologiste au Sénat. C'est vrai que c'est souvent une question qu'on me pose, c'est en gros à quoi vous servez sénateur et à quoi ça sert un groupe écologiste au Sénat. Le groupe écologiste Solidarité et Territoire, c'est 16 sénatrices et sénateurs, le plus petit groupe pour l'instant de l'hémicycle. Et pourtant, je peux vous dire que l'utilité de ce groupe, la force de ce groupe, la capacité du collectif de ce groupe à montrer, à porter la parole écologiste, elle est indispensable, elle est à la fois importante, mais je dirais encore plus et Mélanie, vice-présidente du groupe, dira quelques mots tout à l'heure sur l'ambiance qu'on peut vivre au Sénat, et du coup, cette importance en tout cas que l'on peut avoir en tant que groupe pour porter une vision différente, mais je dirais aussi l'importance qu'on peut avoir au sein de l'hémicycle, dans un hémicycle très à droite, avec une majorité sénatoriale très à droite, mais aussi au sein de nos camarades communistes, socialistes, parce que on peut avoir quand même la prétention souvent de donner la ligne, d'être devant, de dire parce que tout simplement on sait où on va. On sait ce qu'on porte, on a un projet clair, on sait que l'écologie justement c'est la solution aux questions budgétaires, c'est la solution à nos questions de santé, c'est la solution aux questions aussi internationales. Et donc on a cette capacité justement à tracer une ligne, à tracer un chemin et surtout à lever les yeux, à voir un petit peu plus loin. Et dans une période aussi, notamment sur les questions budgétaires, où on fonctionne que dans l'urgence, on a besoin justement d'avoir cette perspective. Et donc voilà, on a la prétention en tout cas de porter ça, d'apporter ça au Sénat. Et je peux dire qu'en tant que président du groupe Écologiste Solidarité et Territoire, j'en suis très fier parce que c'est plus qu'un groupe, c'est vraiment un collectif. Et dans ce collectif, j'inclurai évidemment nos collaboratrices et nos collaborateurs, à chacun d'entre nous, mais aussi au sein du groupe, parce que c'est toute cette équipe, avec notre ESG Jérôme Gulli, qui fait que on peut porter et vous allez voir à travers les interventions de chacune et chacun d'entre nous, ce qu'on a pu porter, à la fois des combats, à la fois de la résistance, mais aussi parce qu'on le dit toujours, on est un groupe d'opposition, mais surtout un groupe de proposition, d'imagination, d'invention, et donc c'est ça aussi qu'on souhaite porter. Je ne vais pas être plus long puisqu'on s'est dit qu'on avait 3 minutes chacun, juste excuser puisqu'on est 13 ici, Ghislaine Séné qui était là hier mais qui a dû repartir, sénatrice des Yvelines, Yannick Jadot, sénateur de Paris qui ne pouvait pas être là non plus, et puis Thomas Dossus, sénateur du Rhône aussi, qui s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Et je laisse la parole à Mélanie. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, aussi nombreuses et nombreux quand même. Je ne vais pas être longue pour ce petit mot introductif, juste peut-être vous dire que pour le coup, moi ayant été élue après toi, on m'a moins posé la question de savoir à quoi vous servez. Pour une raison que je pense est assez simple, on vit quand même dans une période politique nationale où la place du Sénat n'est pas celle qu'elle a été les décennies précédentes, pour une raison assez simple, c'est que depuis l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, pour beaucoup de sujets, et aujourd'hui même pour ce qui est le cœur de l'accord gouvernemental, c'est avec la majorité sénatoriale que la Macronie a choisi de tracer un certain nombre de compromis, de majorités, de lignes sur des sujets très importants. Et donc on est dans une situation où, alors qu'il y a 10-15 ans, il pouvait y avoir une droite sénatoriale qui tenait des positions très dures, très à droite, mais qui restait in fine minoritaire sur le plan législatif, et bien ces positions aujourd'hui font loi. Nous avons un grand nombre
de lois qui ont été adoptées récemment, qui remettent en question un certain nombre de principes essentiels de la République, qui viennent au départ d'initiatives de la droite sénatoriale et qui, il y a quelques années, n'avaient pas de perspective d'aboutir réellement, mais par le jeu que vous connaissez très bien, qu'a décidé de jouer la Macronie, eh bien aujourd'hui aboutissent à des propositions de loi qui sont votées, qui deviennent la loi. Et donc on est à la fois dans un moment où le Sénat a une grande importance, une importance plus forte que ce qui a été le cas avant, avec évidemment un rôle pour le groupe écologiste au Sénat qui est très important, puisqu'on est aux avant-postes d'une forme de dérive de ce qu'a été la droite républicaine quand elle était encore républicaine, mais on est aussi à une place où on arrive de manière acharnée, et c'est pas facile, et on n'y arrive pas tout le temps, mais on arrive parfois à la fois remporter des victoires, aussi à éviter des catastrophes, et on le fait parce qu'on considère qu'on a été élu pour servir notre projet, pour servir l'intérêt général, pour trouver des solutions. C'est pas facile d'être le groupe écologiste au Sénat en ce moment. Vous imaginez bien que les majorités qui se dessinent ne sont pas toujours faciles à vivre, que ce soit sur les retraites, sur la loi immigration, sur la loi Duplon, sur la loi Grémier, etc. On n'a pas toujours des journées formidables, mais on arrive parce qu'on est mobilisé, parce qu'on a un groupe extrêmement soudé, extrêmement sympa. Je ne sais pas si vous en apercevez, mais vraiment, à la fois les élus mais les équipes, et efficace et qui cherche à faire des propositions, à trouver des solutions. On arrive parfois à gagner. Ça a été le cas l'année dernière sur l'IVG dans la Constitution, mais ça a été le cas sur les PFAS, ça a été le cas récemment sur la proportionnelle, avec les résolutions, etc. C'est le cas sur des amendements qu'on arrive à gagner. Je voulais dire un mot en plus parce qu'on est à Strasbourg un an avant les municipales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un lien très fort entre notre capacité à gagner des arbitrages au niveau national, parce que le Sénat compte aujourd'hui davantage qu'avant, et les municipales. Donc je vous encourage à mettre toute votre énergie, tout votre cœur, tout votre courage, tout votre temps militant sur ces municipales, et enfin vous dire que la majeure partie du travail qu'on fait, et en particulier du travail qui aboutit à des victoires, on le fait grâce à vous, parce qu'on a des relais, parce que vous nous racontez ce qui se passe dans les territoires, parce que vous relayez nos campagnes, parce que vous relayez nos messages, parce que vous nous soutenez, parce que vous nous apportez une expertise, et qu'on ne pourrait pas mener notre mandat à bien sans vous. Et donc, avant de passer à tout ce qu'on a fait de formidable cette dernière année, merci à vous. Voilà. 3 minutes, c'est un petit peu difficile pour résumer une année. Vous avez essayé, on va essayer aussi chacun notre tour. Je dis c'est difficile parce que, contrairement à l'idée reçue, en fait on travaille quand même beaucoup dans le groupe écolo sur plein de sujets parce qu'on n'est pas si nombreux. On est un petit groupe dans l'hémicycle du Sénat. Alors bien sûr on est le groupe le plus nombreux qu'on ait eu jusqu'à présent au Sénat, nous écologistes. Mais enfin on n'est pas si nombreux et on a la même quantité de travail à abattre à nous tous que des groupes qui peuvent être 8 à 10 fois plus importants que nous. Donc autrement dit, si vous prenez un sénateur écolo, il travaillera 8 fois plus au moins qu'un sénateur républicain. Et donc ça, je tenais à le dire parce que la quantité de travail, la quantité de travail, on se la répartit à moins nombreux. Bon, trêve de plaisanterie, je voulais commencer par saluer les collaborateurs avec qui je travaille. Donc il y a Sophie, Pascal Leric, il y a Mathieu Carbouche et j'ai vu Sarah. Et il y a Sarah qui est ici, donc les 3 collaborateurs avec qui je travaille et qui n'y sont pas pour rien dans le bilan de cette année, bien entendu, également les collaborateurs du groupe sur les affaires économiques et tous les collaborateurs en règle générale, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut noter dans ce groupe, c'est qu'à la fois collaborateurs et sénateurs, nous avons une entente qui nous permet de vraiment bien travailler sur les sujets, de se passer les sujets lorsqu'on en a besoin, de travailler en convergence, et ça c'est très appréciable. Moi pour cette année je vais vous citer, alors je pense que j'ai déjà utilisé 1 minute des 3, 1 minute 30, donc je vais vous citer 2 sujets sur lesquels j'ai travaillé. Le premier, vous l'avez sans doute vu ou entendu, c'est l'affaire Nestlé, donc, sur laquelle j'avais déjà travaillé l'année précédente avec une mission d'information que j'avais menée pour le groupe et qui était en fait, j'allais dire, la première
le premier travail parlementaire qui avait été fait sur les eaux Perrier, Vittel, Contrex et Épar, dont vous avez vu le feuilleton incessant depuis. Alors, nourri par l'idée que la loi et la réglementation étaient la même pour tout le monde, que l'on soit puissant ou non, je pensais qu'il n'était pas possible de laisser passer le fait qu'un groupe comme Nestlé ait pu tricher au vu et au su des ministres, comme ça a été le cas. Donc effectivement, on est arrivé à la conclusion qu'il y a bien eu une triche importante du groupe Nestlé Waters sur l'ensemble de ces eaux, des eaux qui étaient des eaux polluées, polluées aux matières fécales, polluées aux microplastiques, polluées aux PFAS et aux pesticides. Donc vous voyez que des sujets qui nous concernent. Je dis qu'il nous concerne, nous, écologistes, parce que chacune de ces pollutions, c'est un des combats que nous menons. Et donc, il n'était pas possible de laisser passer cette impunité et cette tricherie sans rien faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu et cette mission d'information, puis cette commission d'enquête lors de la deuxième année de mandat. Vous voyez que les choses ont bougé, que maintenant Nestlé Waters a été obligé de transformer un certain nombre de ses puits, d'enlever l'appellation minérale naturelle sur un certain nombre de ces bouteilles, etc. Et ça n'est pas terminé, bien entendu, puisqu'il y a une enquête qui est en cours aujourd'hui. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, et je vais le faire là aussi parce que c'est les affaires économiques. Lorsqu'on parle d'affaires économiques, on parle d'entreprise. Et comme on va aborder le budget de l'État, moi je voudrais vous faire part d'une commission d'enquête à laquelle j'ai participé et qui abordait la question des aides publiques aux grandes entreprises. Alors vous avez tous entendu dire, vous avez tous entendu M. Bayrou dire qu'il recherchait 40 milliards d'euros. Alors moi j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en fait si on se penche très sérieusement sur le sujet, c'est assez facile de trouver 40 milliards d'euros dans le budget de l'État. Pourquoi? Parce que dans la commission d'enquête sur laquelle j'ai travaillé sur les aides publiques aux grandes entreprises, on s'est aperçu qu'elles se montaient à 211 milliards d'euros. 211 milliards d'euros d'aide aux grandes entreprises, c'est le premier budget de l'État. C'est 2 fois plus que l'éducation. Donc à un moment donné, s'il faut aller chercher de l'argent, c'est peut-être dans ces 211 milliards qu'ils sont donnés sans suivi, sans contrôle, qu'on a même eu du mal à répertorier pour vous dire que Bercy suit si peu ce budget-là qu'en fait il ne l'avait pas et que c'est nous qui avons dû le reconstituer. Quand je dis nous, c'est nous sénateurs avec des data analystes, etc. et qui avons retravaillé sur le budget de l'État pour reconstituer les aides aux grandes entreprises. Et donc 211 milliards, c'est beaucoup trop. Alors ça passe par le CICE, ça passe par de nombreux dispositifs, il y a 2200 dispositifs. Donc quand on nous dit aujourd'hui qu'il va falloir toucher au remboursement de certains médicaments, quand il va falloir toucher au chômage, aux allocations chômage, etc., ou à l'allocation de solidarité, eh bien c'est parce que on ne travaille pas suffisamment sur cet argent qui est gaspillé et qui est donné aux grandes entreprises sans vérification d'une non-délocalisation, sans vérification du fait que l'entreprise ne distribue pas des millions, des centaines de millions, voire des milliards de bénéfices, parce qu'il s'agit de multinationales. Eh bien, nous avons, vu tous ces grands patrons d'entreprises et nous nous sommes rendus compte que là, il y avait une manne d'argent à récupérer. Et dernier sujet, s'il me reste 10 secondes, il me reste, c'est Mayotte. Je demande déjà 3 minutes. Voilà, dernier sujet, j'aurais voulu vous parler de Mayotte, mais comme on ne me laisse pas parler de Mayotte, je vous en parlerai. On parler du social. Voilà, Mayotte. Regardez, quelqu'un d'autre vous parlera de Mayotte. Moi, je mets mon chronomètre et je vais essayer de le regarder. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-Vilaine. Je siège comme Antoinette et comme Yannick dans la commission Affaires économiques. Et je suis plus particulièrement les affaires agricoles, ça ne vous aura pas échappé. Cette année a été riche sur la question agricole. Donc au Sénat, eh bien, écoutez, on se bat avec nos convictions, on se bat au quotidien contre tout un tas de lois. On perd très souvent, mais on fait vivre la démocratie, c'est très clair.
Et puis de temps en temps, on gagne. Alors je vais commencer par voilà, ce que l'on a gagné cette année, en tout début d'année, c'était le 30 janvier. On a réussi à faire voter à l'unanimité une proposition de loi sur la restauration et la reconquête des haies bocagères. Alors les haies bocagères, ça peut sembler un sujet un peu anecdotique, ça ne l'est pas du tout. C'est un élément clé de la transition agroécologique. Et eh bien, à force de persuasion, de discussion, parce qu'on arrive encore à faire parfois de l'interpartisan au Sénat, eh bien, on a réussi à faire passer cette idée qu'on ne pouvait pas rester dans la destruction massive qui se passe aujourd'hui des haies et qui se passe depuis 50 ans. Et on a réussi à faire passer cette proposition de loi qui amène des éléments chiffrés, qui amène un observatoire, parce que c'est là qu'on voit la force aussi de la loi. Il y a eu un plan, un pacte haies qui ont été mis en place par le gouvernement sous la férule de Fesneau. Simplement, le gouvernement disparaît et le plan a pratiquement disparu. Au moins, lorsque l'on passe par une loi, il y a des choses qui sont inscrites et qui, normalement, ne peuvent pas être détricotées comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, on a réussi à faire passer cet élément-là qui est fondamental et on l'a inscrit derrière dans la loi d'orientation agricole, parce que cette année aussi, nous avons eu une loi d'orientation agricole qui a été une loi, excepté ma proposition de loi qui a été mise dedans sur les haies, qui est l'élément positif, tout le reste est pratiquement à jeter. C'est-à-dire que c'était une proposition de loi qui était là pour ouvrir complètement la porte au lobby, à l'agro-industrie. On est dans un moment où on parle beaucoup du revenu agricole, et bien il n'y avait rien sur le revenu agricole dans cette loi d'orientation agricole. On parle beaucoup de la transmission parce qu'on a vraiment une nécessité de renouveler des générations dans l'agriculture. Et bien il n'y avait rien pratiquement sur la transmission, si ce n'est la porte ouverte là aussi à l'enseignement agricole privé et une incapacité avec ces dispositifs d'arriver vraiment à renouveler les générations agricoles. Donc, une catastrophe. Et puis pour finir, sur le volet agricole, eh bien, la loi dont vous avez beaucoup entendu parler, je suppose qu'il y a un certain nombre de signataires de la pétition dans cette salle, la loi Duplon. Laurent Duplon est un sénateur LR que l'on côtoie au quotidien et qui est un espèce de trumpiste, de libertarien qui dit le bon sens paysan, c'est ce qui se passe dans le bas de mon champ. Moi, je regarde ça, je vois qu'il y a une haie qui pousse là, donc il n'y a pas de problème de haie sur l'ensemble de l'Europe. Je vois 3 moustiques, et il n'y a pas de problème de biodiversité. Et bien voilà ce que nous avons en face de nous. Donc nous avons combattu cette loi Duplon pied à pied dans l'hémicycle. Et puis, eh bien, on s'aperçoit que c'est l'alliance entre ce qui se passe également dans les hémicycles avec les parlementaires et ce qui se passe dans la société civile avec cette pétition qui a fait qu'eh bien, sans doute, le Conseil constitutionnel n'a pas pu rester insensible à ces différentes pressions et a fait en sorte que, eh bien, l'élément phare qui était vraiment une atteinte au principe de précaution, de prévention, une atteinte à la santé, eh bien, a sauté. C'est l'article 2 qui a été censuré par le Conseil constitutionnel parce que les parlementaires également ont fait une saisine. Là aussi, on voit l'intérêt du Parlement qui a fait une saisine devant le Conseil constitutionnel et qui a permis au moins d'enlever cet élément problématique, même s'il en reste beaucoup d'autres. Je vois que j'ai fait 4 minutes 25, bravo. Bon, ouais. Merci. On arrête. Maintenant, à la commission aménagement du territoire et développement durable avec Ronan Dantec et Jacques Fernic. Tu fais semblant, hein. Je vais repartir de ce que disait Mélanie sur cette année bizarroïde. Par rapport à l'année dernière, en fait, on a commencé en septembre dans un monde qui était normal, avec un Sénat qui était plus là, à la fois pour exprimer les idées de la majorité de droite et pour nous aussi de marquer nos oppositions à leurs idées, mais on était quand même dans un lieu souvent de recherche de compromis. Donc, moi j'ai commencé la rentrée en vérifiant que les combats menés victorieusement l'année précédente se poursuivaient, notamment, je prends 2 exemples, qui étaient le fait d'avoir gagné une dotation de fonctionnement et d'accompagnement des plans climat-énergie territoriaux à l'échelle des intercos, qui a d'ailleurs survécu. 200 millions, ce n'était pas une somme énorme, mais c'était
l'occasion de renforcer les PCAET à l'échelle des intercos, et surtout, ce qui reste, je pense, la principale victoire à mon niveau ces derniers mois, voire ces dernières années, c'est d'avoir imposé, avec ma casquette de président de la Commission nationale sur l'adaptation au changement climatique, l'étalonnage du PNAC 3 sur le plus 4 degrés, alors que le précédent était sur un plus 2 degrés, donc ce qui va entraîner derrière des changements extrêmement importants de politique publique et de stratégie des acteurs économiques. Donc on était encore dans ce monde où on vérifiait que ce qu'on avait gagné se mettait en place, qu'il y avait les décrets, qu'on discutait avec notamment avec les ministres et leurs cabinets. Et puis effectivement, on a changé de monde avec le choix, Mélanie l'a bien dit, de Macron de s'appuyer sur la droite sénatoriale qui tient notamment, ça Mélanie ne l'a pas dit, la CMP, la commission mixte paritaire, à travers les 4 LR sur 14, qui est énorme, plus un centriste du Sénat, plus 2 RN, vous avez une majorité en CMP, et que donc là on est passé dans un monde où on a nous aussi sorti la boîte à baffes. Dans mon cas, c'était notamment le combat sur la loi Trace, donc la remise en cause complète du ZAN, alors que l'année précédente, je ne sais plus ce que j'ai raconté ici, mais sur ZAN 2, on était plutôt sur une loi d'amélioration de l'application de la loi ZAN initiale, née de la Convention citoyenne, donc la recherche d'un compromis au Sénat, alors que sur Trace, donc sur ZAN 3, on est sur une loi de détricotage complet. Et on voit bien, à travers cet exemple, que le Sénat a totalement changé sa manière de fonctionner. Puis j'ai sorti beaucoup la boîte à baffes, je n'ai pas gagné en popularité, sur la droite sénatoriale, notamment du Sud-Ouest, sur l'A69, où on a décidé de porter une motion d'irrecevabilité, donc d'essayer d'annuler cette loi qui faisait pression sur le tribunal et donc qui ne respectait pas fondamentalement la séparation des pouvoirs entre le juridique et le législatif. Et où là, on a vraiment été dans une année où finalement on a dû sortir beaucoup la boîte à baffes. Un regret peut-être, on n'a évidemment pas le temps de tout balayer, c'est une victoire avortée, à qui l'a suivi aussi, qui est qu'on a réussi, en négociant, je suis allé les voir, avec les centristes, d'augmenter la taxe sur les transactions financières de 0,1 point, ce qui correspondait à peu près à une augmentation du budget de l'État de 600 millions. Et quand on l'a fait, on est intervenu dans l'hémicycle, nombreux pour dire ces 600 millions, c'est pour sauver une partie de l'aide publique au développement. Parce qu'on n'insiste pas beaucoup, dans les grands reculs actuels, il y a l'aide publique au développement avec des conséquences désastreuses évidemment sur les pays qui ont bénéficié et des conséquences désastreuses sur le climat parce qu'à l'euro investi, c'est peut-être là qu'il y a le plus de réduction d'émissions de gaz à effet de serre au final. Donc on a gagné le 0,1% d'augmentation des 600 millions, on l'avait mis pour sauver l'aide publique au développement. À la fin, Bercy, parce qu'il y a aussi la haute administration qui est dans cette histoire et pas que les choix politiques de la Macronie. Bercy a gardé les 600 millions et a maintenu le rabot de 600 millions sur l'aide publique au développement. C'est un peu un souvenir assez amer, mais ça vous donne une idée effectivement de la difficulté de cette année. Mais comme dirait l'autre, le combat continue. Alors comme moi j'ai tenu mon temps de parole ce matin, je vais maintenir cette invitation. Donc vous l'avez compris, une année paradoxale, alors qu'à mon sens on s'est perfectionné, on s'est renforcé. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment d'être mieux armé pour agir. Bah, vous l'avez compris, le contexte politique, le blocage majoritaire, ça a réduit nos capacités à faire bouger les lignes, à trouver, c'est Ronan qui le disait tout à l'heure, des compromis positifs prometteurs. Par exemple, j'ai été rapporteur du texte de Mathilde sur la protection des océans, je pense qu'elle nous en parlera de façon plus précise. Ça a pas mal secoué, hein, parce que moi, le strasbourgeois, le Gleis-Paul Sangar, ça fait quelques millions d'années qu'il n'y avait plus d'océan, cet endroit-là. Et donc, pour assimiler les statuts de protection, les différentes techniques de pêche, et mener les auditions ensuite avec les scientifiques, les comités de pêche, ça c'était rigolo, les associations, bon, tout ça c'était très amusant, hein, très instructif, mais ça s'est échoué sur une digue implacable, refus de toute évolution là-dessus par nos collègues bornés. Ça a été le même topo sur la question de la protection des captages d'eau, hein, truc un peu important.
Hein, donc j'ai été chef de file d'une PPL socialiste, mais qui était tout à fait en phase, moi je dis mais d'ailleurs, tout à fait en phase avec la PPL de Jean-Claude Roux sur le même sujet du groupe écolo à l'Assemblée, et en plus, et c'est ça qui est en plus intéressant, tout à fait en phase avec les propositions consensuelles au Sénat l'année d'avant de la mission d'enquête sur la gestion publique de l'eau. Et bien là aussi, même fin de non-recevoir des LR et des centristes. Ça a été le même recul, le même blocage pour supprimer symboliquement, alors il l'avait commencé à l'Assemblée nationale avec notamment le RN, les LR et puis quelques LFI, il faut le dire, je parle de supprimer symboliquement de la loi française l'échéance symbolique dans la loi française, parce que c'est un règlement européen qui s'applique automatiquement, l'échéance de fin des moteurs thermiques pour les bagnoles en 2035. Là-dessus, c'était quand même significatif de voir qu'on était les seuls, le groupe écolo, à déposer un amendement de rétablissement. Le gouvernement n'a pas osé froisser la majorité sénatoriale, et je ne sais pas pourquoi, le PS s'est un peu défilé là-dessus. Mais quand même, il me reste une minute ? Ouais. Quand même, je ne suis pas peu fier des 7 mois de mission que j'ai mené comme co-rapporteur du bilan de la loi AGEC. La loi AGEC, c'est un gros truc, économie circulaire, éco-organisme, éco-contribution, gestion publique des déchets, réemploi, réduction des déchets, recyclage, n'en jetez plus. Vous avez compris, ce n'est pas une petite affaire. Et donc, en binôme avec une LR qui connaît bien les enjeux du sujet, Marta de Cidrac, on a réussi à s'entendre sur un rapport qui va peser et qui pèse déjà, et surtout, pas simplement un rapport, il est passionnant, mais surtout sur 8 grandes propositions pour une stratégie industrielle circulaire, avec un État qui régule sérieusement, c'est un des grosses carences actuelles, avec des régions qui soient hissées en accélérateur du changement territorial, qui gérerait, c'est notre proposition, les fonds économie circulaire, réemploi, réparation, qui sont des choses trop sérieuses pour être laissées, c'est le cas aujourd'hui, aux éco-organismes à la main des metteurs en marché, c'est-à-dire les entreprises, avec une priorisation pour l'économie sociale et solidaire et sa plus-value sociale, environnementale dans les territoires, et puis enfin, un renforcement du pollueur-payeur avec la proposition, c'est ce qui est porté largement par Amorce, le réseau des collectivités. On a d'ailleurs réussi à le faire voter au Sénat, même si ça n'a pas été repris ensuite dans la loi de finances, mais la proposition d'une TGAP amont sur tous les produits qui n'éco-contribuent pas aujourd'hui. Donc on a déjà pu entrer dans le vif du sujet de l'économie circulaire avec la PPL Fast Fashion et aussi avec la PPL sur le bois construction dans les matériaux de construction. Sur la fast fashion, je crois que c'est demain avec Antoinette, on a un rendez-vous au stand de la Fève là-dessus où on pourra être plus précis, je crois que c'est à 12h15. Donc en tout cas, je vous recommande de vous saisir de ce rapport, de ces recommandations qui ont la force quand même, dans ce contexte-là, de l'unanimité au Sénat et pour renforcer vos réalisations, vos actions. Ce qu'il faut noter, c'est que cet enjeu de l'économie circulaire, dans un contexte où pour le Green Deal, le mot d'ordre, c'est la pause, c'est le ralentissement, les uns et les autres ont quand même conscience que c'est un enjeu d'autonomie industrielle et souveraineté, et donc que ce n'est pas un enjeu qu'il faut lâcher. Bravo. Voilà. La commission des affaires sociales avec Anne Souiris et Raymond Concelli. Yes. Allez, Anne. Je n'ai pas compris si je vais faire 2 minutes ou 4 minutes, mais j'ai l'impression que tout le monde a dépassé. Je vais quand même Carrefour. Alors, avec Raymond, on s'est partagé un peu nos sujets et Raymond plutôt des questions affaires sociales et travail, et moi plutôt des santé, même s'il y a des choses évidemment qui se mélangent complètement dans cette affaire-là. Il faut quand même bien voir que les affaires sociales, c'est un sujet qui est au centre de l'actualité tout le temps. Et moi qui vais vous parler un peu de santé pour aller vite, la santé particulièrement, ça ne vous a pas échappé que l'année dernière, le gouvernement est tombé sur le PLFSS. Et donc, ça a été évidemment un enjeu central. On voit que cette année encore, quand il y a eu les annonces sur la santé, ont été faites en plein mois de juillet. C'était assez surréaliste d'ailleurs par le Premier ministre. Économie faite une fois encore sur le dos des plus pauvres et des malades, et des hôpitaux, et des centres de santé, et des gens en affection longue durée. Donc c'est encore un sujet qu'on va voir arriver à la rentrée de manière assez assurée, sans aucune surprise, puisqu'ils veulent faire beaucoup d'économies, mais certainement pas de cette manière-là.
Il y a une question que je sais notre commission, sur laquelle travaille beaucoup notre commission, c'est la question de la financiarisation de la santé. Là, on pourrait faire des économies pour notre sécurité sociale. C'est absolument assuré. Il faut savoir que d'ailleurs, le rapport de la sécurité sociale annuelle en fait état, le dit très clairement, qu'il y a des économies à faire là-dessus. Madame Vautrin elle-même, en présentant ces économies, quand je lui ai posé la question, en fait, on pourrait faire des économies sur la financiarisation de la santé, qui est un enjeu majeur, parce que, en fait, les gros groupes internationaux sont en train de prendre l'argent de notre sécurité sociale, très clairement, d'un point de vue immobilier, comme d'un point de vue de fonctionnement, sachant, par exemple, je vais vous donner un exemple, les radios, ce qui est dénoncé dans le dernier rapport de la sécurité sociale, il y a un nombre de radios qui sont faits, par exemple, quand vous allez chez le dentiste, dans un centre de santé privé, lucratif, et que le dentiste, à chaque fois que vous revenez, vous refait faire une radio panoramique. Bon, typiquement, ce qui est parfaitement inutile, qui coûte très cher à la sécurité sociale, ça, à chaque fois, ça va dans l'escarcelle et dans le porte-monnaie de ces grands groupes-là, et finalement sans aucun contrôle. Ça continue comme ça de se dérouler, et je ne vais pas vous expliquer en 4 minutes comment ça fonctionne, mais en revanche, nous avons d'ailleurs travaillé avec Alain Boulanger, qui est devant mon nez, avec la Commission des affaires sociales, sur une proposition de loi pour essayer justement d'opérer une régulation sur cette question-là. Mais il y a beaucoup d'autres sujets, parce que, comme vous avez tous dit, c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on n'a pas des projets structurants et qui commencent à se voir. Donc je vous parle de la financiarisation de la santé. On pourrait parler de la santé environnementale également, qui a été complètement au centre de l'actualité ces derniers temps avec la loi du plomb. Je crois qu'il y a une bonne nouvelle là-dessus, c'est que les gens commencent à comprendre, y compris d'ailleurs les agriculteurs, que la santé est au centre de cet enjeu-là, y compris pour eux. Et ça, je pense que les PFAS avaient déjà été un premier signal l'année dernière, quand on a fait passer notre loi. Et cette année, avec l'article 2 qui est tombé, la loi du plomb, on voit que cette question-là fait son chemin. Et que c'est pas vrai, je pense que c'est la bonne nouvelle. C'est que c'est pas vrai qu'on a un backlash écologique autant qu'on pense. Il y a une conscience qui se fait à tous les niveaux, et sur laquelle je pense qu'on a à capitaliser dans l'année qui vient, en particulier sur les municipales. Troisième sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je vais m'arrêter parce que je vais laisser la place à Raymond, c'est la question des drogues. Ça vous avait pas échappé que là c'est plein pot contre le narcotrafic, ce qui est évidemment une nécessité, mais le gouvernement fait un espèce de tout répressif sur la question des narcotrafics sans aucune réflexion sur la question de la demande de drogue. Donc on réfléchit à l'offre de drogue, à la question de la répression nécessaire, mais pas du tout à la question de comment on fait pour accompagner les usagers de drogue, et comment on fait quand on est dans une situation où en fait plus on réprime, plus on a d'usage, on est les plus grands consommateurs d'Europe, en drogue illicite, et comment on a une autre perspective. Il y en a qui ont fait d'autres choix et qui ont vu drastiquement une baisse de drogue s'opérer, avec beaucoup moins de gens d'ailleurs dans les prisons sur ces questions-là, en particulier sur l'usage. J'ai fait une proposition de loi en ce sens, qui est la dépénalisation de l'usage, c'est de l'usage des drogues. Et aussi, cette année, nous avons pu faire une mission sur les opioïdes dans le cadre de la Commission des affaires sociales, qui a permis de voir à quel point l'importance d'un travail, sur la réduction des risques, sur le fait d'opérer beaucoup plus d'outils, d'avoir beaucoup plus d'outils en réduction des risques, notamment des actes de soins addiction, mais aussi sur plus de surveillance des grands laboratoires, encore une fois pharmaceutiques, et sur la publicité qu'ils opèrent, permettrait de pouvoir éviter un drame, j'ai terminé, de cette question-là en France qui est en train d'arriver. Je vous remercie, et je remercie toute mon équipe d'avoir fait un travail complètement exceptionnel sur cette question. Bien, écoutez, moi je vais essayer d'être ramassée, ce qui est, de mon point de vue, un effort. Voilà. Bien, alors moi je n'ai pas de succès à vous annoncer sur les affaires sociales. Les affaires sociales, aujourd'hui, c'est résister effectivement
à une dérégulation complète du droit de travail. Et c'est aussi, Chapoutot en parlait tout à l'heure, comprendre qu'un pays qui reste armé sur la politique de l'offre n'a de politique sociale que la politique de l'emploi. Ça, il faut bien faire cette articulation entre politique de l'offre et politique sociale ramassée, réduite à la politique de l'emploi. Et donc, par rapport à ça, si vous voulez, notamment, un pays doit lutter contre la pauvreté, son taux de pauvreté. Il ne vous a pas échappé que le taux de pauvreté a augmenté, et augmenté depuis la mesure d'il y a déjà plusieurs décennies. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse ce gouvernement, c'est d'aider les travailleurs pauvres, c'est-à-dire la figure de la pauvreté qu'ils peuvent à la rigueur accepter, c'est celle du travailleur pauvre, et dans ce cas-là, on donne la prime d'activité aux travailleurs pauvres. Par contre, effectivement, c'est pour ça que sont bloqués le RSA, où sont conditionnés un ensemble des prestations dites de solidarité qui concernent le citoyen dans la lutte contre la pauvreté, parce qu'effectivement, il faut assurer toujours par les prestations un gain au travail. C'est-à-dire il faut que le travail paye. Il paye déjà au sens de... Il y a toujours un écart quand quelqu'un qui a des prestations sociales reprend un travail, il y a un écart. Et toute la politique de l'offre et la politique de l'emploi est d'augmenter cet écart, ce gain au travail, et quant aux autres pauvres, ça ne les intéresse pas. Et c'est comme ça qu'on a 14% après de pauvreté. Alors, cette année, et ça va être annoncé bien sûr avec la bataille, ça va être de nouveau la bataille sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On sort il va y avoir un rapport coproduit, alors avec beaucoup de difficultés, parce que pour qu'il soit publié, il ne faut pas qu'il y ait de ligne rouge, alors c'est un peu difficile en travaillant avec LR au Sénat. Mais vous savez que sur la sécurité sociale, nous disons qu'il n'y a pas de problème de dynamique des dépenses, mais qu'il y a un véritable problème d'attrition des recettes. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, et ça a été très bien dit au moment de la retraite. Et ça peut être dit aussi au moment du chômage. Ça n'empêche qu'effectivement, la dynamique des dépenses, il y a des économies à faire, mais nous ne faisons pas les mêmes économies sur la dynamique des dépenses. Nous, effectivement, on s'intéresse aux rentes, aux rentes financières, on s'intéresse aussi à l'industrie pharmaceutique avec les produits innovants, etc., qui, en fin de compte, commence à un prix et capte les gains de productivité et ne veut pas redescendre après. Mais effectivement, quand on a cette grille de lecture, dynamique des dépenses et problème, par contre, d'attrition, de réduction des recettes, il reste une troisième chose qui est la croissance du PIB, puisque les recettes de la sécurité sociale sont assises sur le travail, mais aussi sur la consommation, et que le PIB est un des trois moteurs des recettes. Alors là, il faut savoir, vous allez retrouver tout ce que dit la droite sénatoriale, à savoir qu'il faut augmenter le temps de travail d'une journée, 2 journées, voilà ce qui est dans les tuyaux. Alors, quelquefois ils disent pas payer, quelquefois ils disent payer. Et aussi, ce qui a été le cas pour la retraite. La retraite, c'est la durée du temps de travail sur la vie. Et là, maintenant, ils s'attaquent à la durée annuelle. Et puis, on commence à parler aussi augmenter à 36 heures, 37 heures le temps de travail hebdomadaire. Nous, écologistes, je tiens à le dire, je pense, nous avons besoin de créer des emplois. C'est-à-dire que nous avons besoin d'augmenter aussi la quantité de travail pour la transition écologique. Vous savez très bien que dans tous les secteurs qui transiteront, il y aura une intensité de travail qui sera supérieure. Mais ce que nous disons, c'est que c'est en créant des emplois
et non en s'appuyant sur les emplois déjà, en augmentant le temps de travail des emplois. Ça, c'est très important parce que la France est très bien positionnée, là je termine, très bien positionnée pour ça. Ce qu'il faut savoir, nous, c'est que nous défendons la création d'emplois de la transition écologique. Alors, bon, si vous voulez en savoir plus, vous allez demain à l'atelier sur la sécurité sociale. Bien, je tiens à dire très rapidement que aussi, très rapidement, qu'il y a d'autres combats qui paraissent mineurs, celle du 1er mai. Nous nous sommes battus pour le 1er mai pour empêcher que ce 1er mai soit dérégulé. Et vous savez que le 1er mai, ce n'est pas simplement les 3 et 8 heures de travail. Le 1er mai, c'est l'émancipation des travailleurs. Et le 8 heures qui est important dans le 3 et 8, c'est le 8 heures des loisirs, de la culture, de l'émancipation, de la vie sociale, etc. Donc, c'était aussi se battre sur quelque chose qui était à déréguler, mais d'un point de vue écologique, qui reprend la réduction du temps de travail de l'individu. Donc, nous gardons. Je termine la Palestine. Je n'en dirai pas grand-chose parce que je ne suis pas la seule à m'en occuper, mais je vous donne rendez-vous demain à 13h au village Palestine, à 13h au village Palestine, avec comme dress code une des 4 couleurs du drapeau palestinien. Nous ferons le drapeau palestinien et nous avons déjà un photographe qui prendra la photo pour dire qu'aux journées d'été, nous avons fait ce qui se fait un peu partout dans les assemblées parlementaires, montrer en faisant le... Alors, pour ceux qui sont sur l'Agora, là, le WhatsApp, vous mettez votre couleur et voilà, je vous donne rendez-vous à 13h pour que nous manifestons notre solidarité avec la Palestine en faisant parler de Palestine. Maintenant pour la commission des finances, Grégory Blanc. Une minute. Bonjour à toutes et tous. Grégory Blanc, moi je suis l'élément biodiversité du groupe. Gérard Larcher. On a un groupe donc écologie, solidarité et territoire. Les écolos se sont exprimés avant moi. Non, je vous dis ça parce que, étant le seul membre non écolo minoritaire au sein d'un groupe lui-même minoritaire, je veux d'abord vous dire et redire toujours avec force, de manière complètement sincère, que ça fait 20 ans que je suis élu dans différentes strates et il y a une ambiance au sein de ce groupe, ça a sans doute été dit avant moi, que moi je n'ai jamais connue ailleurs. Et pour travailler collectivement pour obtenir des victoires, on a besoin effectivement d'avoir des groupes soudés, d'autant plus quand on est minoritaire. Et je tiens à le dire, et en étant non écolo et en étant devant vous, je pense que c'est aussi important et ma place que de le resituer. Une fois que je vous ai dit cela, merci de m'accueillir. Une fois que je vous ai dit cela, donc je suis le seul commissaire aux finances, on est 3, il y a Thomas Dossu que tout le monde connaît ici, Ghislaine Sonnet, j'imagine également, qui ne peuvent pas être là. Donc je pourrais vous parler de plein de choses, je vais me concentrer sur effectivement les finances et l'enjeu budgétaire. Je serais tenté de vous dire, c'est un peu l'année que nous avons vécue, 2 salles, 2 ambiances. Peut-être une salle sur le cadre politique dans lequel nous évoluons, qui est à peu près similaire à ce qu'évoquait Ronan, à ce qu'a dû évoquer Guillaume ou Mélanie en introduction. Et puis peut-être une autre salle sur la réalité budgétaire qui est la nôtre, même si je sais qu'il y a d'autres ateliers, notamment un très bon samedi matin, où j'aurai le plaisir d'intervenir. Je vous invite, 9h, soyez au rendez-vous. Mais peut-être vous dire quelques mots là-dessus. Vous le savez tous, le Parlement, il a pour fonction historique d'intervenir sur 2 sujets, quels que soient les pays dans le monde, quelles que soient les civilisations. Lutter contre l'abus de pouvoir. 2, contrôler les finances du pays. Contrôler les finances du pays, dans notre pays, donc la France, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, puisque depuis la Ve République, le budget il est fait à Bercy. Je vous dis ça pourquoi? Parce que l'année que nous avons vécue, c'est d'abord, une confrontation terrible avec l'arrivée de Barnier entre la culture au Sénat, où la droite LR était majoritaire, et la Macronie, qui quand même n'avait pas tout à fait les mêmes fondamentaux et qui continue de ne pas avoir les mêmes fondamentaux, entre en gros la Macronie qui dit on baisse les impôts et puis on espère que la croissance sera là pour équilibrer le budget,
Coll n'est pas là, on voit que ça dévisse. Et puis les Républicains qui sont à l'offensive en permanence pour réduire les budgets sociaux, pour réduire les budgets de l'État. Et donc comme ils se retrouvent dans le même cadre politique, eh bien à un moment donné, il y a eu du hiatus. Et ce qu'on a vécu sur la préparation du budget 2025, c'est d'abord le fait que, au forceps, Barnier est arrivé, a imposé un certain nombre d'orientations, mais il y a eu un certain nombre de couacs. Ça s'est traduit comment? Par le fait qu'il y a eu un 49-3 à l'Assemblée nationale, avec, souvenez-vous, Barnier qui laisse le temps au débat, mais ça part effectivement dans tous les sens, parce qu'au-delà du fait d'être minoritaires, ils sont incapables d'être d'accord entre eux pour clarifier une orientation politique. Et donc ça aboutit à travers effectivement un 49-3, et puis ça arrive au Sénat. Et au Sénat, il n'y a pas de 49-3 possible. Et donc au Sénat, on a débattu pendant l'ensemble de la commission des finances, en faisant ressortir un certain nombre de points où on savait qu'il y avait des éléments sur lesquels on n'allait pas être d'accord, bien évidemment, et puis des éléments sur lesquels on pouvait avoir des majorités alternatives. Et c'est vrai que avec les centristes, on a cette capacité sur de l'amélioration fiscale à trouver des consensus. Je pense au PFU par exemple, je pense à la flat tax, donc je pense à un certain nombre d'autres impôts sur lesquels on avait obtenu un certain nombre d'avancées. Et donc, à quoi avons-nous assisté? Eh bien finalement, tout ce qui avait été obtenu à travers des majorités alternatives a été balayé, c'est-à-dire pendant 10 jours on discute, jour et nuit, parce que ça se passe comme ça, avec des débats qui n'ont pas abouti à l'Assemblée nationale. Donc les amendements arrivent au Sénat pour qu'ils soient débattus, ça remonte de la société pour faire en sorte que, là, il y a une connerie qui a été faite, Bercy ne l'avait pas vu, donc améliorer le texte. Finalement, en 24 heures, tout ce qu'on avait discuté pendant 10 jours, le ministre des Comptes publics a utilisé un artifice qui est effectivement constitutionnel, qui est un artifice qui permet d'avoir une seconde lecture le dernier jour pour, entre guillemets, améliorer un ou deux points qui, effectivement, ne permettaient pas d'atteindre une cible budgétaire. Sauf que là, effectivement, on avait amélioré le budget en dehors d'une disposition, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui s'appelle la contemporanéisation du FCTVA, s'il y a des élus dans la salle. C'est en gros pour que le FCTVA soit récupéré sur l'année même, et j'ai terminé, ne vous inquiétez pas, si je suis le seul sur le et ça a été balayé. C'est pour dire que même au Sénat, la discussion aujourd'hui est impossible sur les cadres budgétaires. Donc quand on dit il y a une majorité macroniste LR, non, en fait, là aussi, sur la question budgétaire, et même au Sénat, en fin de compte, elle est complètement factice. Retenez bien ça, parce qu'on rentre dans une séquence budgétaire où on va vivre de nouveau la même chose. Et à la différence des autres textes de loi, où il y a la commission mixte paritaire qui existe, sur le budget, ça ne marche pas comme ça, puisque, in fine, dans un État central, c'est Bercy qui a la main, et Bercy ne peut pas accepter que les discussions se fassent dans des compromis, même dans des arrière-chambres. Et puis, juste sur le budget, et en une phrase, vous dire quand même qu'on entend beaucoup de choses, ça c'est moi qui vous le dis, vous pouvez ne pas être d'accord. Il faut avoir en tête que dans ce qu'on a négocié avec Bruxelles, l'objectif de 2,9% de déficit à l'horizon 2029, ça nous oblige à un certain nombre de choix. Qu'on soit de droite ou de gauche, à un moment donné, il faut bien qu'on respecte le cadre de nos engagements européens. Ça veut dire qu'avec l'augmentation de la charge de la dette, aujourd'hui en 2020 on avait 30 milliards de remboursement des intérêts de la dette, on est sur une trajectoire à 2029 à 107 milliards, 2031, quel que soit le gouvernement qui arrivera, on est sur une trajectoire à 125 milliards, à la fois parce qu'il y a eu une augmentation de la dette, mais aussi parce que comme il y a une dette qui n'est pas maîtrisée, on a une augmentation des intérêts de la dette. Et ça, c'est une réalité budgétaire qui s'imposera de toute façon à nous. Et augmenter les impôts, même de 100 milliards, ça ne suffira pas. Voilà. Sur ce, bon travaux. Affaires culturelles, sport, jeunesse, éducation, etc. Olivier de Marco et Mathilde Olivier. Vous avez vu que l'intitulé est très long, donc on se partage cette commission avec Mathilde, sachant que moi je suis surtout sur le volet enseignement, et également culture et communication. Bon, je tiens à remercier les deux collaborateurs, quand même, Léon, ici présent, et Romain, qui est mon collaborateur en Gironde, parce qu'on vous parle de notre travail au Sénat, mais on pourrait prendre autant de temps pour vous parler de notre travail en circonscription, c'est-à-dire dans nos départements,
sachez quand même que nous sommes un relais des élus, des associations, des particuliers dans le département, et ça nous donne énormément de travail. Donc il y a aussi ce volet que nous n'abordons pas ici, mais qui serait intéressant aussi de voir. Donc moi je vais vous parler très rapidement, parce que moi je fais l'aide de mandat, qui est annuel, qui va de janvier à décembre, que vous avez à disposition au stand, donc que je vous conseille de visiter, notre stand du Sénat. Sur le volet éducation, donc l'année a commencé pour une proposition de loi concernant la mixité sociale et scolaire. Sachez qu'il y a une grande disparité entre l'enseignement privé et l'enseignement public. L'enseignement privé, donc c'est seulement 15 à 17% d'élèves qui sont issus du milieu défavorisé. L'idée était donc de mettre ce qu'on appelle un IPS, indice de position sociale, pour les établissements, c'est déjà le cas, pour savoir comment les établissements donc, ont leur public, quel est le type de public. Et on se rend compte qu'en définitive, les élèves défavorisés sont surtout donc, sur le secteur public. Et l'idée de cette proposition de loi portée par l'EPS, c'était de faire un point et de reconnaître cet indice pour pouvoir justement travailler sur la répartition, donc avoir une vision globale de la répartition du maillage scolaire. Donc bien sûr, autant vous dire, comme c'est les Républicains qui sont majoritaires, donc ceci est passé à la trappe. Par contre, ils ont fait une proposition de loi qui a suivi, suite à l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard, sur une proposition de loi qui vise à protéger le personnel de l'éducation nationale, donc dans les établissements. Ça consistait principalement à la fouille donc des cartables à l'entrée des établissements. Ce texte est passé, malgré le fait que la ministre, nous sommes quand même, je ne l'ai pas dit, je crois à la 6e ministre de l'Éducation depuis notre élection. Ce qui fait beaucoup. Elisabeth Borne était très défavorable à ce que le personnel enseignant puisse fouiller à l'entrée des établissements les sacs des élèves. Finalement, le texte est passé, mais il n'est pas du tout encore passé à l'Assemblée nationale. Mais ça pose, vous avez vu, de sérieux problèmes. Le personnel considérant qu'en définitive, ce n'était pas du tout leur mission. Donc, voilà. Là, c'était les Républicains, c'était leur type de texte. Ensuite, il y a eu quand même une victoire que nous avons obtenue. Une victoire que nous avons obtenue conjointement avec la Fédération des parents d'élèves et les syndicats, dans la mesure où nous avions fait un recours donc, au mois de mars-avril sur un texte de Gabriel Attal sur le choc des savoirs, qui consistait de faire donc, en 6e, 5e au collège des classes de niveau. Ce recours conjoint a porté ses fruits puisqu'au mois d'octobre, le Conseil d'État a retoqué en partie ce texte du choc des savoirs. Ça a été très instructif. Ce qui a été instructif, ça a été le travail commun que nous avons, grâce donc également à la commission culture, à la commission éducation, pu mener, grâce finalement donc également avec les parlementaires, avec les syndicats, les associations d'élèves, d'avoir porté ceci dans une conscience mutuelle, ce texte-là, sans vouloir tirer notre couverture, etc., dans le respect mutuel. Ensuite, il y a eu, et ça, c'est parti de l'Aquitaine, c'est parti principalement de Pau, le problème de Bétarame. Problème de l'enseignement privé, Bétarame et des violences dans des établissements privés. J'ai déposé une résolution justement pour contrôler les établissements, pour que le contrôle des établissements soit effectif. Sachez qu'un établissement privé, et ça a été prouvé par une mission d'information à l'Assemblée nationale, peut être seulement contrôlé une fois tous les 1400 ans. Contrôle administratif. C'est trop, c'est trop. Effarant. Non mais, je vous le dis. Eh bien, sachez que cette option de ces résolutions, sachez que ce travail que j'ai entrepris au sein de la Commission Culture et Éducation au Sénat, ils n'ont rien voulu savoir. Il ne faut pas toucher à l'école privée. Donc, les LR font tout pour que ceci passe sous le tapis et qu'on n'en parle pas. Mais cela pose quand même des problèmes puisque ceci continue quand même à venir dans notre esprit. La ministre, quand même, a pris un peu les devants en voulant renforcer donc, le contrôle des établissements. Allons voir si elle aura les moyens, mais il est vrai que ça pose vraiment de très gros problèmes. Je ne vous parle pas du volet pédagogique, parce qu'ils sont libres donc, de pouvoir s'organiser comme ils le souhaitent. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui sera débattu prochainement. Sur le volet culture, alors là, nous avons l'inénarrable Rachida Dati. Oui. Rachida Dati, pour l'instant, donc, a eu un seul texte qu'elle a présenté. Hein? Ce texte qu'elle a présenté, c'était celui sur l'audiovisuel public qui nous a été présenté au mois de juillet. Donc, l'audiovisuel public, son idée, c'est finalement de faire, déjà, une fusion, un regroupement. Bon, donc, ce texte-là, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, si, dernièrement, permets-moi.
Parce que la culture, on en parle très peu. Et au Sénat, même à Europe Écologie Les Verts. Donc je tiens à vous dire que vous avez donc un texte que j'ai déposé, proposition de loi, pour justement garantir le revenu de continuité des artistes-auteurs. J'espère, je le dis à mes camarades, que ceci pourra faire partie de notre niche que nous allons prochainement avoir, que nous allons pouvoir enfin parler culture. Bon, j'ai passé mon temps. Moi, je voulais vous parler d'un sujet en particulier sur le volet culture, mais que je vais faire dans un deuxième temps, qui étaient les questions sportives, sur lesquelles on a eu 2 textes. Mais avant ça, on a pas mal parlé du contexte politique au Sénat, à l'Assemblée, et je pense qu'un autre élément qui a été marquant cette année, c'est le nombre de propositions de loi anecdotiques qui ont été mises à l'ordre du jour de nos assemblées, dans un contexte où le gouvernement cherche à mettre à l'agenda un minimum de projets de loi, ce qui pour nous est très problématique puisque ça nous prend un temps important pour des textes souvent mineurs, des textes qui n'ont donc pas d'avis du Conseil d'État, pas d'études d'impact, et c'est aussi, je pense, l'un des objets de frustration pour nous au Sénat et à l'Assemblée que de devoir faire avec ces propositions, ces petites PPL, et on en a eu un certain nombre en commission culture. Et puis, sur le volet sportif que je suis, on a eu 2 textes assez importants. Un premier sur la gestion et le financement des organisations sportives qui faisait suite à une mission d'information de la commission culture sur la financiarisation du football français, dans laquelle un certain nombre de dysfonctionnements ont été rendus visibles sur la manière dont fonctionne le foot français, et l'objectif de cette proposition de loi était justement de rétablir une forme en tout cas changer le rapport de force entre fédération et ligue au sein du mouvement sportif français. Et nous, dans ce cadre-là, on a porté un certain nombre d'amendements, à la fois sur la féminisation du sport. Il faut savoir que sur les 36 fédérations sportives aujourd'hui en France, on a seulement 3 présidentes de fédération. Et puis sur l'homophobie aussi dans le sport, puisqu'on a tenté d'avoir une place plus importante pour les associations de lutte contre l'homophobie dans le sport. Il y a 40% des Français qui indiquent aujourd'hui avoir été témoins ou victimes de propos homophobes dans des stades ou dans un environnement sportif. Et donc on demandait aussi à ce que ces associations elles puissent avoir une parole et pouvoir faire de la prévention et de la collaboration avec les instances sportives dans le cadre de cette proposition de loi. Et du coup, j'arrive déjà quasiment à mes 3 minutes, alors que je voulais passer mes quasi 3 minutes à vous parler de ma proposition de loi sur la protection des océans. Ah oui, quand même. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu ce grand sommet des Nations Unies sur les océans qui a eu lieu à Nice en juin et qui était donc voulu par Emmanuel Macron pour en faire un grand moment de l'action de la France. Alors sur le volet international, un certain nombre de choses qui ont été faites sur le BBNJ, la ratification du traité donc pour la haute mer, et la ratification par un nombre de... Voilà, il faut avoir 60 États qui ratifient ce traité pour qu'il entre en vigueur. C'est pas encore fait, mais ça devrait être fait bientôt. Et puis, au niveau français, ce qu'on a tenté de faire avec ce moment politique, eh bien, c'était de faire adopter cette proposition de loi sur les aires marines protégées. Sur les aires marines protégées, ce qu'on demandait, c'était 2 choses. D'abord, d'avoir 10% en protection stricte, parce qu'en fait, on parle d'aires marines protégées. Vous avez sans doute entendu Emmanuel Macron nous faire des grandes annonces sur les aires marines protégées. On aurait déjà 30-40% d'aires marines protégées en France, 70% peut-être même avec la classification de toutes les eaux polynésiennes en aires marines protégées. Mais la réalité, c'est que seulement 1,6% des aires marines protégées en France le sont réellement. Et ce que demandent les scientifiques, c'est qu'on ait aujourd'hui une définition claire de ce qu'est une aire marine protégée pour pouvoir enfin bien la protéger. Donc c'était le premier article de notre proposition de loi sur lequel on a travaillé avec Jacques qui a été rapporteur de cette proposition, et merci à toutes les équipes aussi qui ont travaillé avec nous là-dessus. Et puis un deuxième article qui était quelque chose qui pour nous était
aurait dû passer, qui était sur l'interdiction des bateaux de plus de 25 mètres de la bande des 12 000, donc en gros les bateaux industriels, les bateaux usines, et demander à ce qu'ils ne pêchent pas au-delà des 12 000. 12 000 c'est 25 mètres en gros. 25 kilomètres, pardon. Ouais. Et même ça, en fait, ce n'est pas passé au Sénat. Et ça montre, en fait, à quel point la droite française, les conservateurs sont pieds et poings liés avec l'industrie de la pêche, avec cette industrie qui, aujourd'hui, détruit une grande partie de nos fonds marins. Ce sont, en métropole, 96% des fonds marins qui sont détériorés. Donc on a absolument besoin d'agir sur la question. Malheureusement, la proposition de loi n'est pas passée, mais je pense que c'était un moment important pour pouvoir visibiliser ces questions à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, parce qu'un certain nombre d'élus locaux aussi, départementaux, s'engagent sur ces régionaux, s'engagent sur ces questions aussi pour porter la protection à l'échelle, la protection des océans à l'échelle locale. Voilà. Affaires étrangères, défense armée, puisqu'il n'y a qu'une seule commission au Sénat. Bah t'as vu. Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer de faire aussi bien que mes camarades qui ont été très respectueux du temps. Je vais bien atteler. Alors d'abord remercier effectivement, comme tout le monde l'a fait, nos collaborateurs. Alors moi, il y en a qu'un que je partage avec Antoinette, les deux autres sont au Sénat parce que nous avons un colloque le 13 septembre sur l'Afrique, le rôle des diasporas et les nouveaux paradigmes qui sera ouvert par le ministre de la Francophonie. Voilà, il faut que ça serve les ministres. Hein. Donc voilà. Donc sur les affaires étrangères, c'est beaucoup de protocoles d'accord qu'on a avec les pays que nous on essaie de ratifier. Alors notre boussole pour faire ça, c'est effectivement le droit international. Nous on est sur le droit international, dignité des peuples. Et là-dessus, c'est, Guillaume va y revenir puisqu'il est avec moi sur la Palestine, il y reviendra. Ce qu'on a fait sur le Congo, ce qu'on a fait sur le Yémen, sur beaucoup d'autres pays, sur la Corne de l'Afrique, on intervient là-dessus. Parce que chaque fois qu'on parle de la Palestine, les gens viennent nous dire « mais vous ne parlez pas des autres ». Non, on en parle, sauf qu'eux ne s'intéressent pas aux autres. Ils s'intéressent juste à la Palestine pour pas qu'on en parle. Donc c'est différent. Donc les écolos, il n'y a pas de double standard, que ce soit sur l'Ukraine, sur la Palestine, au Congo. Vous savez qu'il y a un génocide au Congo. Et donc nous avons même travaillé avec un collège. Donc on essaye j'essaie de faire vite, de porter ça sur la question de la défense. On a rendu un rapport sur la défense du flanc nord de l'Europe. Mais nous, on a regardé aussi la question de l'Arctique, parce que c'est un enjeu. Au Congo, il y a les grands lacs, c'est aussi une réserve naturelle, et c'est vrai qu'il y a une diversité qu'il faut protéger. Le Congo est un enjeu essentiel pour la planète, comme l'Amazonie et l'Arctique. Et donc sur l'Arctique, on a réussi, malgré nos LR, à mettre un passage justement sur l'importance de l'Arctique et des études qui sont faites, parce qu'aujourd'hui, nos scientifiques n'ont plus accès aux données du côté de l'URSS, hein, mais je dis URSS pour faire sourire un peu les gens, mais de la Russie, et donc notamment de la Sibérie, parce qu'il y a besoin effectivement, alors que les Chinois et d'autres avancent sur ce travail-là. Je le dis parce que comme à chaque fois qu'on parle de ça, on a là-dessus. Mais c'est pour un peu faire du bourg avec les LR. Et donc, ce travail qu'on doit faire, on doit effectivement, la Russie, on a un conflit avec elle, on n'est pas d'accord sur les frontières, le respect, etc. Le problème, c'est que c'est un pays arctique, et sur l'Arctique, on ne pourra rien faire sans la Russie. Donc on est, c'est pour vous, je vous dis ça pour montrer la complexité du monde, et c'est dans cette complexité qu'on essaie de travailler. Et si le droit international il doit s'appliquer pour tout le monde de la même façon, et c'est notre boussole. Ça a des éléments. Et donc l'autre élément aussi qu'on a vu, c'est effectivement, on a travaillé sur la transposition, je travaille sur la transposition des lois Nice 2, sur la cybersécurité. On a réussi, et on ne goûte pas nos petits plaisirs, à shooter l'article qui avait été pris dans le narcotrafic, qui avait été shooté à l'Assemblée, pour que justement l'article liberticide, qu'au nom des libertés, les LR, on voulait nous le refiler. Et donc on a fait comme on a fait pour les taxes d'exploitation financière, on a pris notre bateau de Roulin pour les convaincre, et donc on l'a shooté de la transposition de Nice 2, c'est 3 directives européennes. Hein. Donc j'essaie d'aller très vite. Voilà. Ensuite, mais Guillaume va y revenir sur les affaires étrangères et la défense. Donc sur le... Oui, parce qu'eux, ils avaient réussi à leur coller. Heureusement que l'Assemblée nationale a veillé à le faire sortir. Sur les Outre-mer, parce que je sais les Outre-mer, donc alors je sais que tout le monde a un petit bout, parce que comme il n'y avait pas de commission, c'est une délégation, donc tout le monde a un petit bout, donc il faut se mettre d'accord avec tout le monde, ce qui c'est facile parce que les collègues sont de bonne consistance, donc je ne parlais pas de maître, je vous laisserai quelqu'un d'autre en parler. Par contre, j'étais rapporteur sur la question du handicap dans les Outre-mer. Il faut quand même savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les Outre-mer, c'est 80% de notre biodiversité.
Et ça, c'est un des enjeux essentiels. Et donc, j'ai rendu un rapport aussi sur le handicap de l'outre-mer, c'est-à-dire le faux départ, on l'a intitulé, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, les territoires, on a pris sous le prisme de l'égalité territoriale, nos territoires d'outre-mer sont discriminés par le fait que, par exemple, pour un transport en outre-mer, ça vous coûte 50 €, 60 €, quand vous êtes déjà valide, alors qu'en région parisienne, c'est 3 €, 2,50 €, et ailleurs, c'est un truc. Donc on a, par exemple, en Guyane, pour une personne en situation de handicap, il n'y a qu'une psychologue qui est à l'autre bout de la Guyane. Pour y aller, il faut prendre un avion, ça coûte 125 €. Donc quand on dit on met de l'argent en Guyane, il faut regarder les proportions gardées, parce que la double insularité ou la triple insularité, ça coûte cher, et déjà que eux, ils ont très peu de transport, donc il y a un problème de mobilité. Et donc cette loi de 2005 qui devait être transposée pour la mobilité, c'était le premier axe. Eh bien, en Outre-mer, le départ n'a jamais été donné. Et donc, mais ceux que ça intéresse, on a tout ça à vous donner. Je ne vais pas essayer d'être pas beaucoup plus long et pour tenir mon temps. Mais il y a tellement de choses à dire et je suis très content d'être avec vous. Merci Aki. Donc pour poursuivre du coup sur la commission des affaires étrangères et des forces armées. Aki a déjà dit beaucoup de choses, mais moi je voulais revenir sur deux aspects. Un premier aspect dont Ronan a parlé, je pense, parce que ça c'est un enjeu, la commission des affaires étrangères, au Sénat c'est la même que les forces armées, la question de la diplomatie et de la question de l'aide au développement. Et c'est vrai qu'on a eu à se battre très fortement et on n'a pas réussi puisque le budget de l'aide au développement a été baissé de 40%. C'est le budget qui a été le plus fortement baissé l'année dernière. On sait qu'il y a encore des risques pour que ce budget soit encore raboté. Et ce qu'il faut voir, c'est dans le contexte international dans lequel nous vivons et que Aki vient de rappeler, on nous parle d'une économie de guerre, mais la question de la diplomatie, si on ne met pas justement les moyens sur les questions diplomatiques, sur la diplomatie aussi climatique, qui est particulièrement important, on voit bien qu'on va totalement dans le mur. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on porte fortement pour essayer justement d'inverser les choses. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est de francs succès, pourtant c'est évidemment indispensable. Et puis je voulais revenir sur la question palestinienne, dont Raymond a évidemment parlé, et qui, je dirais, Raymond qui est un peu notre chef de file en tout cas, ici au Sénat, mais je dirais partout parce qu'elle s'est particulièrement mobilisée, notamment avec un colloque qu'elle a pu organiser, et je trouve qu'il a été un colloque quelque part assez fondateur en tout cas, parce que ça a mis tout sur la table, sur la question justement du droit international, sur la question de l'impunité, sur la question aussi du génocide aussi qui a été posée, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a à la fois fait date et qui sert encore et qui fait encore référence. Donc l'importance aussi justement de ces moments, de ces colloques qu'on peut mettre en place. Dire aussi qu'avec le groupe, depuis le 7 octobre, on a dû déposer un peu plus d'une dizaine en QAG de questions, souvent au Premier ministre, puisque c'est ce qu'on souhaitait, sur la question palestinienne, sur la question, je dirais, qui est toujours d'actualité en fait. Oui, il y a du discours, mais quand est-ce qu'on sort justement des paroles, quand est-ce qu'on sort du discours et quand est-ce qu'on passe à l'action? Et donc, c'est la question des ventes d'armes. Rappelez quand même que Guy Benaroche a posé une QAG justement pour demander justement qu'on puisse avoir accès aux ventes d'armes et au listing des ventes d'armes qui sont faites à Israël, que la France fait à Israël, que nous avons pu obtenir suite à cette question. J'ai pu aller voir, puisque c'était assez, on va dire, secret, puisqu'il fallait que ça soit quelqu'un de la Commission des Affaires étrangères, pouvoir visualiser en tout cas ce listing des éléments. Alors c'est sûr qu'on nous dit, on est parti d'un ministre de l'armée qui nous disait on ne vend rien. Oui, on vend du matériel de guerre, pour qu'effectivement on voit que oui, on vend du matériel de guerre. Alors on nous dit que c'est pour le réexport, sauf qu'on n'a aucune preuve, et quand on demande quels sont justement l'encadrement sur le réexport, on n'a rien, et donc pour l'instant on continue à vendre encore des armes, en tout cas du matériel d'armement à Israël, ce qui est totalement inacceptable. Et donc c'est pour ça aussi, là-dessus sur lequel on agit, un certain nombre de résolutions aussi qu'on a pu mettre en place, et encore une fois avec Raymond Poncet sur la CPI, sur l'embargo sur les produits qui sont fabriqués dans les colonies, et puis un certain nombre de déplacements qui ont été ainsi importants.
des déplacements. Moi, j'ai pu me rendre à Gaza avant le 7 octobre avec une délégation sénatoriale et du coup un rapport. Et c'est vrai que quand je revois ce rapport à l'époque qu'on avait pu faire à la fois sur ce qu'on avait pu voir à Gaza, ce qu'on avait pu voir aussi dans les colonies israéliennes qui ont d'ailleurs été attaquées le 7 octobre, ce rapport en fait fait date parce qu'on traçait déjà en tout cas à la fois la problématique, à la fois ce qui pouvait arriver si justement on restait, et la communauté internationale restait de manière inactive comme elle le fait. Et puis un déplacement aussi encore à l'initiative de Raymond sur l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU pour les réfugiés, puisque vous savez qu'Israël a interdit en tout cas l'activité quasi de l'UNRWA, et donc on avait décidé, juste avant de l'application de cette loi, de nous rendre sur place pour visibiliser, pour montrer en tout cas toute l'importance de cette agence de l'ONU. Voilà, je pense que j'ai pas épuisé mon temps, mais tout ça pour dire que voilà, en tout cas c'est un sujet sur lequel on est particulièrement présent et que ça va au-delà de la Commission des Affaires étrangères, parce que je pense que nous tous ici, à travers des questions d'actualité, à travers nos actions aussi sur les terrains, c'est en tout cas quelque chose qu'on ne lâchera pas. Merci. Avec la Commission des lois, c'est juste la commission, il y a à peu près la moitié de toutes les lois qui passent dans cette commission, donc ça sera très court. Non mais je voulais rapidement, et sans entrer tellement dans le détail des dossiers, vous dire trois choses. Premièrement, on vit avec Guy dans la commission des lois une partie fondamentale de ce qui est la stratégie du camp aujourd'hui qui a décidé de s'éloigner de la trajectoire de l'état de droit, de la protection de notre démocratie, donc de l'ordre constitutionnel, avec une série de propositions de loi, que ce soit sur les questions migratoires, sur les questions d'état civil, l'interdiction du mariage pour les personnes étrangères en France sans papier, etc. etc. Nous vivons dans la commission des lois une stratégie tout à fait programmée et répétée de dépôt de propositions de loi manifestement contraires à la Constitution. Alors on pourrait se dire, franchement, ils sont un peu nuls, quoi. Je veux dire, elles sont toutes anticonstitutionnelles. Il faudrait quand même qu'ils révisent un peu leurs droits. Et moi, ma thèse, c'est que, alors, on vote des lois, alors parfois elles deviennent vraiment des lois, parfois elles ne passent pas à l'étape du Sénat, mais globalement, à chaque fois qu'elles sont adoptées, pour la grande partie d'entre elles, une bonne partie est censurée par Conseil constitutionnel parce qu'elles sont contraires à la Constitution. Pourquoi ils font ça? Et je pense qu'il faut vraiment le voir, pas d'un point de vue sectoriel, loi par loi, mais comme une stratégie globale de délégitimation, une stratégie de la droite qui n'est plus républicaine aujourd'hui en France, et de l'extrême droite, parce que leur projet vis-à-vis de notre démocratie converge ici. Ils essayent d'affaiblir la force de l'état de droit en France. Leur projet est le suivant: ils déposent des propositions de loi qui sont contraires à la Constitution. Ils répètent à longueur de journée que le peuple les veut. Bon, moi, j'ai jamais vu personne manifester en France. S'il vous plaît, interdisez les personnes sans papier de se marier, s'il vous plaît. Ça n'existe pas. Mais ils répètent à longueur de journée que c'est la priorité des Français, vraiment, c'est de pouvoir enfin interdire aux gens de se marier en France, parce que vraiment c'est important pour eux, mais que, putain, il y a le Conseil constitutionnel qui les empêche de le faire. Et le projet derrière ça, c'est in fine d'affaiblir le Conseil constitutionnel, et à travers l'affaiblissement du Conseil constitutionnel, c'est l'affaiblissement de la Constitution et donc de la démocratie. Et c'est pas par hasard qui provoque de manière permanente des censures du Conseil constitutionnel. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut garder en tête que le projet que ces gens portent, en vrai, est minoritaire en France. Il n'y a pas aujourd'hui dans ce pays une majorité de personnes qui veulent interdire l'accès aux soins pour les mineurs trans, interdire aux gens sans papier de se marier, durcir les lois. C'est pas vrai. Quand on regarde de manière objective les études sociologiques sur la question, ce n'est pas vrai que les Françaises et les Français sont de plus en plus racistes, de plus en plus intolérants, de plus en plus transphobes, de plus en plus homophobes. C'est pas vrai. Et donc, il faut se rendre compte qu'on est face à ça. On est face à une organisation de forces politiques qui cherchent, pour l'intérêt de leur projet, qui est minoritaire dans la société française, en tout cas aujourd'hui, à détruire les remparts démocratiques qui rendent leur projet incapable d'accéder au pouvoir. Et face à ça, il faut avoir conscience que, en tout cas, encore aujourd'hui,
c'est ma conviction, nous sommes majoritaires dans la société. C'est pas pour rien qu'on a eu plus de 2 millions de signataires pour la pétition à la loi du plomb. Ça démontre que ce qu'ils racontent toute la journée dans l'hémicycle est faux. Les Françaises et les Français n'attendent pas impatiemment qu'on détricote les protections de l'environnement en France, c'est pas vrai. Et donc, pour gagner... Et pour arriver à gagner ça, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a un Parlement, en tout cas un hémicycle, le Sénat, qui ne représente pas la majorité des valeurs que porte la société française, ben, il faut des mobilisations sociales. Et c'est pour ça que votre engagement et que l'engagement de toutes celles et ceux qui portent nos valeurs est si fondamental. C'est comme ça qu'on a mis l'IVG dans la Constitution. C'est pas grâce à moi, grâce à nous, machin. C'est grâce aux gens qui se sont mobilisés. Et c'est grâce aux gens qu'on pourra revenir sur la loi du plomb et qu'on peut faire plier des majorités, en particulier au Sénat. Il y a deux sujets, j'y réfléchis, dont je vais quand même vous parler, qui sont positifs. Une fois qu'on a dit, voilà. On a beaucoup travaillé, en tout cas moi, sur la modification du code pénal pour introduire la notion de consentement dans la définition légale du viol. C'est quelque chose qui, je crois, va aboutir, enfin j'en suis sûre, va aboutir en septembre par le vote conforme à l'Assemblée nationale et au Sénat d'une modification du droit pénal. Revendiquez-le comme une victoire écologiste. C'est une victoire écologiste. Qui a été poursuivi à l'Assemblée nationale par Marie-Charlotte Garin avec une mission d'information transpartisane et qui portait, de la même manière que l'IVG dans la Constitution, par un contexte social qui permettait de renforcer cette victoire, porté par le débat ouvert par le procès de Mazan, a permis d'accéder à quelque chose qui, il y a quelques années, était pas du tout perceptible comme une victoire possible en France. Puisque la France avait même pesé de tout son poids à Bruxelles pour qu'on ne change pas au niveau européen la définition pénale du viol et qu'on n'impose surtout pas aux États de mettre le consentement dans la loi pour 1 an plus tard, parce qu'il y a des féministes qui sont mobilisées, changer son code pénal. Et la dernière chose, qui n'est pas encore une victoire écologiste, mais qui pourrait l'être, et si nous arrivons à gagner ce dossier, ce sera vraiment grâce aux écolos, c'est l'introduction de la proportionnelle pour les élections législatives. Je pense que c'est, s'il y a un truc qu'on peut arriver à faire dans ces mois-là avec ce gouvernement, c'est ça. Je ne dis pas qu'on va y arriver, je dis que c'est possible. Et on a, en tout cas, les écologistes au Sénat, acté une première marche qui a été l'adoption d'une résolution, donc c'est pas une loi, mais c'est un texte qui a été voté par le Sénat qui dit on veut la proportionnelle aux prochaines élections législatives et on veut pas n'importe quoi comme proportionnelle, on veut un truc qui soit vraiment représentatif, qui a un ancrage territorial, qui soit compréhensible et qu'on puisse mettre en œuvre sans changer la Constitution, donc bref, un truc pas mal. Et c'était la première fois en France, depuis la réintroduction du système majoritaire, que le Parlement disait « nous voulons que les députés soient élus à la proportionnelle ». Et si on arrive à faire ça, moi j'entends souvent sur ce débat-là « mais c'est pas la priorité, les gens, la priorité c'est le pouvoir d'achat », mais en fait c'est lié. Parce que, bon, déjà, moi je crois que les Françaises et les Français s'intéressent beaucoup à la démocratie et à la manière dont ils élisent leurs représentants. Je crois pas du tout que ce soit un sujet qui intéresse peu. Mais toute la dérive depuis 2022 qu'on voit dans notre pays et qui va très loin, toute cette dérive est intimement liée au dysfonctionnement de nos institutions. Alors évidemment, l'introduction de la proportionnelle, ça ne va pas d'un claquement de doigts régler toutes les questions institutionnelles. Personne n'a jamais dit ça. Okay, il faut changer plein de trucs, mais ça fera quelque chose de fondamental. Ça permettra que le Parlement soit de manière certaine représentative. Ça permettra que les gens aillent voter en sachant que leur voix va compter. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même en France un pays où quand on habite dans une circonscription qui vote à droite depuis toujours, eh ben on sait qu'en fait, ça sert à rien d'aller voter. C'est terrible, mais en fait, il y a des départements en France, il y a des circonscriptions où les gens se disent de toute façon ça sert à rien. Et donc, mettre la proportionnelle, c'est assurer à tout le monde que n'importe où sur le territoire, votre voix compte, qu'une voix est une voix, et que vous serez représenté, que votre liste, elle est faite 7%, 25% ou 12%. Et enfin, ça mettra un début de pierre dans une culture que, je crois, nous avons toute la capacité d'avoir en France, qui est la culture du compromis, qui est, je crois,
pas du tout étrangère aux Françaises et aux Français. Toutes les études montrent que les citoyens français ont envie de voir les politiques trouver des solutions. C'est souvent beaucoup de la politique politicienne qui amène les partis politiques à dire non, mais les Français veulent pas qu'on se mette d'accord. Moi, je ne le crois pas du tout. Je pense que les Français sont pas plus bêtes que les autres au niveau européen et qu'on est aujourd'hui le dernier pays de l'Union européenne à ne pas avoir la proportionnelle aux élections législatives, ce qui nous place dans un danger existentiel, puisque vous savez que aujourd'hui, on a un mode de scrutin qui nous a été vendu comme étant, nous pouvons être un rempart à l'accession de l'extrême droite au pouvoir parce qu'on a le Front républicain, etc. Aujourd'hui, le Front républicain est affaibli comme jamais. Et demain, si on ne change pas notre mode de scrutin, c'est au contraire grâce au scrutin majoritaire qu'on pourrait avoir une Assemblée nationale où l'extrême droite a une majorité de sièges qu'elle n'a pas dans le pays. Et donc, il faut voir la proportionnelle comme une respiration démocratique, mais aussi comme aujourd'hui, en ce moment-là, une urgence dans le front antifasciste que nous devons construire. Et les prochaines étapes vont s'écrire très rapidement. On compte sur votre soutien comme d'habitude parce que c'est une bataille existentielle pour les écologistes, mais je crois pour la démocratie française en général. Merci. Mélanie a décrit parfaitement bien, après certains de mes collègues, la stratégie en fait, qui est celle de l'accord qui lie aujourd'hui le gouvernement Bayrou et les gouvernements qui l'ont précédé avec la Macronie et avec la droite républicaine au Sénat. Et en dehors du déploiement des outils démocratiques que sont la commission mixte paritaire ou même les textes tendant à opposer des motions de rejet d'un certain nombre de propositions, en dehors de ces textes-là, en dehors du fait de passer que par des propositions de loi, c'est-à-dire que le gouvernement renonce à déposer volontairement des projets de loi pour éviter donc le filtre à la fois de l'avis du Conseil d'État et des études d'impact. Au-delà de tout ça, il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, la commission des lois, c'est essentiellement les textes du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Et qu'au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, on a deux personnes qui sont des candidats perpétuels à l'élection présidentielle en France, qui sont Bruno Retailleau, représentant de la droite non républicaine, non adepte de l'état de droit et qui veut être plus à droite que l'extrême droite, l'avait plus noir, plus gris que gris, comme dirait Coluche. Et de l'autre côté, Darmanin, dont on sait son passage quand même de la droite radicale au macronisme. Il ne faut pas oublier d'où vient aussi Darmanin. Ces deux-là ne sont pas là par hasard. Et ces deux-là aujourd'hui savent parfaitement bien qu'au dehors de la décrédibilisation du Conseil constitutionnel et de l'état de droit, ça c'est Darmanin. Il y a. Il n'est même pas trop, mais bon. Il y a aussi un phénomène important qui est celui que je pense que la sécurité, la sûreté, la protection, en fait, on va dire, enfin ce qu'ils appellent la protection, sont des éléments essentiels des campagnes qui arrivent devant nous et de l'évolution de la société actuelle. Et en fait, quand je parle des campagnes, je parle y compris des campagnes municipales, on en a parlé avec un certain nombre de maires écolos et avec un certain nombre de candidats aux prochaines élections. Ce sera un élément essentiel. Il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'il y a toutes ces PPL qui sont déposées, qui sont toutes des dérives sécuritaires, je vais en citer 3 ou 4, il y a aussi une vision électoraliste très très claire aujourd'hui devant nous, qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre, et qui n'hésite pas justement à déployer les outils républicains pour mener des combats à un seul but électoraliste, et un seul but en fait, de pouvoir s'emparer du pouvoir en France et non pas le partager, parce qu'à un moment donné, bien entendu, il y aura une scission qui existera, qui sera vraisemblablement marquée le jour où Bruno Retailleau quittera son gouvernement, quand il jugera bien entendu que ce n'est plus de son intérêt électoral que d'y rester, après avoir fait passer tous les messages qu'il voulait faire passer. Alors parmi ces lois-là de dérive sécuritaire, je vais en citer 4 très rapidement. Il y en a 2 qui touchent par exemple les centres de rétention administrative. Le premier, c'est l'augmentation de la durée de séjour en centre de rétention administrative, qui compte pour eux, c'est le message qui est passé au moment du passage de la loi, et le message est
tout l'impact médiatique que pourra avoir l'intervention. En fait, que la loi ensuite soit déclarée anticonstitutionnelle ou pas, ils s'en foutent en partie, mais ils s'en foutent pas en partie parce que ça les sert aussi. C'est le deuxième volet de leur stratégie, c'est ce qu'a expliqué Mélanie tout à l'heure. Donc, la durée de séjour dans les CRA pour les personnes étrangères en situation régulière. Le deuxième aussi, qui est passé peut-être plus inaperçu, c'est le fait que vous le savez peut-être, dans tous les centres de rétention administrative, il y a des associations qui sont agréées, il y en a une par CRA, des associations comme par exemple la CIMAD, qui en fait ont pour charge d'aider et de permettre le poursuivi et la possibilité de faire des formalités administratives par les étrangers qui sont dans les CRA en attente, puisque je vous rappelle que les CRA, normalement, ne servent qu'à des gens qui sont là parce qu'ils ont des obligations de quitter le territoire français et que donc on pense que si on les a pas sous la main, on ne les trouvera pas le jour où il faudra les envoyer dans leur pays. Voilà. C'était originellement, ça ne servait qu'à ça, ce n'est pas un sort d'enfermement. Et donc il y a des gens qui les accompagnent quand ils sont dans ces cas, des associations agréées, pour pouvoir aller et faire continuer à essayer de se retrouver dans des situations justement régulières et à faire le recours administratif. Donc il y a un texte qui est passé au Sénat qui dit dorénavant il n'y aura plus ces associations et ce sera l'Office français de l'intégration et de l'immigration, donc un organisme d'État qui lui se chargera à la fois des formalités administratives et de faciliter l'accès à ces personnes qui n'ont pas leur papier aux formalités administratives, ce qui est bien entendu à la fois tout à fait cohérent et en plus qui coûtera beaucoup plus d'argent à l'État. Deux autres textes de loi sur l'enfermement, c'est sur la délinquance des mineurs et leurs parents. Alors ça c'est pareil, c'est un texte dont la moitié des articles a été déclaré il y a une quinzaine de jours anticonstitutionnel. Ça consistait en fait à dire qu'il n'y a plus de justice des mineurs en fait. En fait l'excuse de minorité elle est plus automatique. Le mineur il pourra aller faire des séjours en prison même pour des très courtes peines, c'est-à-dire que ce qu'il y avait dans le texte c'était quand même un mineur qui est condamné à une peine de prison d'1 mois, il va faire 1 mois de prison. Il va faire 1 mois de prison, quelle que soit son âge. Bien sûr, dans un quartier spécial provisoire, mais pas en prison probablement. Cette loi-là, rejetée y compris par le rapporteur LR à la commission des lois, a été votée aussi. Elle a été rejetée. Un autre texte de loi qui va dans le même sens, c'est celui sur la sûreté dans les transports. Alors là, c'est pareil, c'est tout un tas de mesures qui sont attentatoires aux libertés individuelles qui ont été prises dans ce texte sur la sûreté dans les transports. Tout ça sont des PPL. Tout ça sont des PPL qui ont été votés par le Sénat sans aucune opposition du gouvernement, et tout ça sont des PPL qui ont été votés par la majorité républicaine du Sénat. Et validés ensuite par ces fameuses CMP, je ne sais pas si tous, peut-être là, savez ce que c'est une CMP, une commission mixte paritaire, mais je ne vais pas vous l'expliquer, c'est un peu long, mais c'est l'objet le plus antidémocratique qui puisse exister aujourd'hui. Voilà. Et en fait, ça ne devrait pas exister. Non seulement c'est dévoyé aujourd'hui, ce qui est pire, mais ça ne devrait pas exister dans la réalité. Ça permet à 14 personnes choisies en fonction de leur représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale et au Sénat de décider de changer de tout à tout une loi qui a été votée, y compris en y mettant des articles qui n'ont été votés ni par le Sénat, ni par l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui nous gouverne actuellement. Il faut savoir que toutes les lois dont je parle ont été votées anciennement. C'est ça aujourd'hui qui nous gouverne. On n'est plus dans un état de droit qui nous gouverne. Et puis en dehors de ça, je terminerai là-dessus. Sur un truc positif. Sur un truc positif. Essaye de trouver un truc positif. Alors, le Sénat, en dehors de ces textes de loi, il a des missions, on en a parlé, mes camarades en ont parlé, celle sur Nestlé, celle sur le coût des subventions aux entreprises, etc., qui sont des missions d'enquête. Et c'est encore une qualité du Sénat d'arriver, lorsque il y a des rapporteurs ou des présidents ou des membres engagés, comme nous le sommes tous, à arriver à des conclusions, parce que nous devons auditionner qui nous voulons, et parce que tout le monde est obligé de nous répondre, et parce que tout le monde est du jeu. Et donc ça, c'est important. Donc il y a eu à la commission des lois 2 commissions importantes auxquelles j'ai participé, 2 commissions, une d'enquête et une d'information. Toutes les 2 vont aboutir sur un texte de loi. La première, il y a déjà eu un texte de loi, c'est celle sur le narcotrafic. Alors je ne vais pas en parler longuement, si c'est juste pour vous dire quand même que le narcotrafic, c'est le nec plus ultra de l'économie capitaliste libérale mondialisée. Et que nous, écologistes, quand même, il faut être clair, nous, écologistes, qui luttons en permanence contre l'économie libérale mondialisée et capitaliste, on ne peut pas être intelligent vis-à-vis du narcotrafic. C'est impossible. Le narcotrafic, pour une fois, dans le texte de loi, même s'il y a des articles pour lesquels vous n'étiez pas d'accord, s'attaque vraiment à l'organisation, au haut du spectre du narcotrafic.
Et ça, on ne peut pas être opposé à cela. Et il faut y mettre tous les outils que nous pouvons y mettre. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la loi a été votée. Il y a 0 centime de budget pour faire tout ce qu'il y a dans le texte de loi. Et la deuxième mission, c'est la mission d'information sur les polices municipales. Et là, je dois dire que malgré l'avis initial du ministre et de la rapporteure, tous les deux LR, qui était en fait de judiciariser la police municipale, c'est-à-dire de placer la police municipale non plus totalement sous la responsabilité du maire et de la commune, mais aussi en partie sur ceux du ministère de la Justice et du procureur. Malgré cela, toutes les auditions qui ont été faites, tous les élus qui se sont exprimés, tous les représentants des polices municipales qui se sont exprimés, ont dit clairement que c'était quelque chose qui était inenvisageable. Donc je pense que ça n'arrivera pas dans le texte qui va être sur le bureau du Conseil des ministres s'il y a un Conseil des ministres sur septembre ou octobre. Il n'y aura pas de judiciarisation. La police municipale restera une police de proximité qui sera utilisée par le maire comme il le souhaite, en coordination bien entendu avec les polices et la gendarmerie. Mais il faut arrêter de parler, comme le dit tout le temps Darmanin, du continuum de sécurité. Le continuum de sécurité, c'est un mot qui ne veut rien dire. En fait, la police municipale, elle a des fonctions. Elle n'est pas là pour remplacer ni la gendarmerie, ni la police nationale, qui ont d'autres contrôles, d'autres chefs, d'autres structures, et qu'il faut renforcer. Mais aujourd'hui, là encore, les budgets n'étant pas là, on ne va pas faire payer par les communes l'action que l'État n'est pas capable de faire. Donc on est arrivé au terme effectivement de cette discussion, car ce n'est pas une discussion, puisqu'on aurait souhaité vous laisser un temps de parole, mais c'est vrai que déjà la gageure de 16 sénatrices et 16 sénateurs, et je les salue quand même, parce que c'est vrai que de pouvoir dire dans un temps très court, c'est toujours très frustrant, puisque vous avez vu qu'une petite partie du travail que nous pouvons réaliser au Sénat, comme il va y avoir un autre atelier juste derrière, ce que je vous propose, c'est de vous inviter, vous êtes cordialement invités au pot que nous organisons demain à 16h, ce qui permettra justement de poursuivre les échanges si vous avez des questions. Et au stand. Quoi? Oui, évidemment. Et donc au pot à 16h, parce que vous pourrez échanger, on sera tous là, et donc vous pourrez échanger avec nous et poser des questions. Et vous avez aussi le stand de l'ensemble des 3 groupes écologistes sur lesquels vous retrouvez aussi l'ensemble des documents de chacune et chacun d'entre nous. Pour terminer quand même, parce que je ne sais plus qui l'a évoqué, c'est vrai qu'à la fois c'est qu'une petite partie de ce qu'on peut réaliser, de ce qu'on a pu réaliser au Sénat et des batailles qu'on peut mener, mais c'est vrai aussi qu'une sénatrice, qu'un sénateur, il y a le travail local, il y a le travail de terrain, il y a tout le temps qu'on passe. C'est Monique qui l'a dit, et je pense que c'est particulièrement important parce que ce travail de lien, à la fois avec les citoyens, avec les élus locaux, à la fois voilà, de porter justement à l'échelon national, mais aussi tout ce qu'on peut faire directement, toutes les sollicitations qu'on peut avoir sont particulièrement importantes. Et dans la perspective, ce que Mélanie disait aussi, dans la perspective des municipales, on va avoir encore plus besoin de vous, quoi. Et de ce lien, et c'est vrai que je pense que dans cette perspective des municipales, le fait de motiver, moi je vous invite tous à discuter, à motiver du monde, à monter des listes, à intégrer des listes municipales, quelle que soit la taille des communes, quelle que soit, parce que d'abord c'est une formidable richesse, une formidable expérience, et parce qu'on en a besoin. Moi je suis effaré dans de nombreux territoires sur lesquels on n'a tout simplement pas d'élus écologistes, tout simplement parce qu'on n'a pas de liste qui se présente, quoi. Donc allez-y, portez cette parole et faites en sorte que du coup on ait des listes, on ait des candidates et des candidats dans l'ensemble des communes de France. Merci et du coup à demain.